Merci de votre fidélité à l'Afrique en mouvement et bienvenue sur Midi 1 TV Afrique. Le point de l'actu et le best-of constituent les principales parties de ce rendez-vous hebdomadaire. Dans un court instant, nous allons démarrer la première partie de ce magazine. Nous ouvrons avec ces chiffres qui nous parviennent de l'autorité portuaire des Tangemed. Un total de plus de 4 800 000 conteneurs équivalent 20 pieds ont été manutentionnés au complexe durant l'année 2019, après le démarrage des opérations portuaires du port Tangemed 2. Une progression exceptionnelle de 38% par rapport à la même période en 2018. Autre chiffre que l'on retient, plus de 65 millions de tonnes de marchandises ont été traitées. 2019 a été marqué par le démarrage des exports de véhicules PSA par le port Tangemed en provenance de l'usine de Kenitra. C'est ce que nous apprend un communiqué de l'autorité. Quelle lecture peut-on faire de ces chiffres de l'autorité portuaire des Tangemed? Écoutons la réponse de l'analyste économique Driss Aïssaoui. Ma lecture, c'est une progression extraordinaire. 38% en une année pour un complexe portuaire comme celui-là, surtout avec la mise en route de Tangemed 2, c'est un résultat exceptionnel auquel il faudrait accorder toute l'attention qu'il faut, parce que ce projet, ce complexe portuaire est en train de répondre de plus en plus à tous les objectifs qui lui ont été assignés au moment de sa conception. Dakhla est un miracle qui peut être proposé comme exemple aux pays africains, a estimé à Rabat le président fondateur du forum Crans-Montana, Jean-Paul Cartiron, qui a noté que le forum ambitionne de faire de cette ville du sud du royaume un véritable laboratoire de réflexion. S'exprimant lors d'une conférence de presse pour présenter l'édition 2020 du Crans-Montana prévue du 18 au 21 mars prochain, Cartiron a souligné que les provinces du sud sont la démonstration de ce qu'une vision et une volonté politique et gouvernementale peut faire là où, a priori, les conditions minimales ne sont pas réunies. Le président du Crans-Montana s'est dit convaincu qu'elle sera la future Floride du Maroc, le Tanger du Sud, soulignant que le but est de faire de ce forum un vecteur de croissance et de développement et d'intégration pour les provinces du Sud. Rappelant que depuis mars 2015, plus de 6 000 participants représentant plus de 170 pays ont participé au forum de Crans-Montana et découvert la ville de Dakhla. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Cartiron, président fondateur du forum Crans-Montana. Il y a une désagrégation du lien social et je pense que le roi du Maroc, qui est le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme sur ce point, a raison. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit que par rapport à tous les travaux que nous faisons pour le développement économique dans ces pays du Sud, il était important de parler aussi de la place de l'homme et de la femme au centre des choses, de remettre avec humanisme, de remettre l'être humain au centre des préoccupations. La sécurité humaine, le fait d'avoir droit à la tranquillité quand vous marchez dans la rue, à ce que vos enfants rentrent de l'école sans se faire attaquer, la sécurité sanitaire, le fait d'avoir accès à des soins et des soins de qualité, la sécurité alimentaire, tout ce qui touche à la sécurité, en fait, touche à la dignité humaine. Et les gouvernements doivent faire des efforts pour parvenir à un tel objectif. Toujours au Maroc, un jumelage avec l'Union européenne a été acté à Rabat, un processus qui vise l'intégration de la dimension environnementale et des bonnes pratiques dans les stratégies sectorielles, ainsi que la mise en place des fondements visant à renforcer le développement durable dans le royaume. Plus de détails avec Sana Yassari. Le Maroc conforte ses efforts en matière de développement durable. Rabat vient de lancer avec Bruxelles un jumelage institutionnel Maroc-Union européenne, appuyé à la mise en œuvre de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable au Maroc. C'est le nom du processus qui tend à mettre en place les fondements visant à instaurer le développement durable au Maroc. Il intègre la mise en œuvre de l'initiative nationale de développement humain et concerne aussi l'élaboration de la loi cadre 99-12 relative à la Charte nationale de l'environnement et du développement durable en application des orientations royales contenues dans le discours du trône du 30 juillet 2010. Ce projet, qui s'étend sur une période de 2 ans, est d'une grande importance. Le but est la consolidation des dispositions juridiques au Maroc et une meilleure adaptation des structures institutionnelles ainsi que des partenaires en charge de l'environnement.
Ce jumelage vise le renforcement réglementaire des thématiques portées par la Charte nationale de l'environnement et du développement durable. Il a également pour objectif d'ancrer les bonnes pratiques en la matière. Le patrimoine architectural marocain à l'honneur dans la région Tanger. La ville du Détroit célébrait la semaine dernière la 34e journée nationale de l'architecte. Une conférence a été organisée à cette occasion. Conférence au cours de laquelle de nombreux professionnels et décideurs étaient présents. Younes Benzineb. Le patrimoine architectural, levier du développement territorial. Tel est le thème d'une conférence organisée mardi à Tanger par le ministère de l'Aménagement du territoire national et le Conseil national de l'Ordre des architectes. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 34e journée nationale de l'architecte, se veut une occasion pour discuter les obstacles rencontrés par les professionnels. Nous avons discuté avec les professionnels, notamment les architectures, sur la possibilité d'améliorer la représentativité des architectes à l'échelle nationale, avec bien sûr tenant compte de la mise en œuvre de la régionalisation. On a besoin de plus d'architectes dans les autres régions du Maroc. Aussi était une occasion de discuter de l'importance de préserver le patrimoine architectural au niveau des ressorts et des RSPA pour que ce soit un levier au développement. En marge de cette conférence, plusieurs conventions et partenariats dans le domaine ont été signés. La célébration de cette journée intervient dans le cadre de la commémoration du 34e anniversaire du discours historique adressé par Feu Hassan II aux architectes le 14 janvier 1986. Un mot d'éducation dans cette émission. Le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social a annoncé le plan d'accélération du programme Tamkin Initiative. Ce plan ambitionne d'élargir le nombre d'associations partenaires. Le récit de Souel Jalil. Plan d'accélération enclenché. Le projet Tamkin Initiative visant un impact social dans le domaine de l'éducation connaît un nouveau souffle. En effet, en vertu de son programme d'accélération, Tamkin Initiative aspire désormais à atteindre un nouveau cap d'objectif en élargissant le nombre d'associations partenaires à 34 associations dans 30 villes. Le programme Tamkin vise à transformer l'école publique marocaine en un hub d'innovation. Cela passe par l'implication d'élèves, d'associatifs et d'enseignants à résoudre les problèmes des établissements d'enseignement. Tamkin Initiative implique et mobilise l'écosystème local du lycéen marocain. Ainsi, parents, professeurs, corps administratifs et associations locales sont tous impliqués et directement concernés. Objectif, développer les capacités des lycéens à lancer leurs propres projets sociaux. Autre chose à présent, connue pour être la région la plus humaine et verdoyante du Mali, la région de Sikasso, faisant frontière avec la Côte d'Ivoire, est aussi une ville chargée d'histoire. Des vestiges témoignent encore de la cité guerrière qu'elle fut. À Bamako, la correspondance de Mohamed Danyoko. Construit au début des années 1800, les ruines de l'imposant mur qui entourait la cité guerrière de Sikasso, appelée Tata, sont encore visibles. Véritable lieu touristique, chaque année, ce sont plusieurs milliers de personnes qui font le déplacement pour se laisser conter l'histoire de ce Tata qui faisait un parcours de 9 km 500, 6 mètres de largeur et de hauteur. Ce Tata a protégé la ville contre les envahisseurs jusqu'au dimanche 1er mai 1898. Grâce à ce Tata, le chef de Samori a échoué après les 16 mois. Et grâce à ce Tata encore, Sikasso a résisté à l'attaque, à l'assaut des troupes françaises pendant 16 jours. Du 15 avril 1898 jusqu'au dimanche 1er mai 1898, Sikasso a pu résister. Contrairement à ce que la France pensait, la France, avec la suprématie du point de vue arsenal militaire, pensait que prendre Sikasso, c'était une question de minutes. Venus des régions du nord du Mali, ces touristes habitués au mausolée et au grand désert estiment que c'est cette diversité qui fait la richesse du patrimoine malien. On reste à Sikasso en parlant de mode cette fois-ci. Mettre en valeur les stylistes et créateurs maliens et du continent, tel est l'objectif du festival d'ici et d'ailleurs Festia, dont la deuxième édition s'est tenue dans la région de Sikasso, à plus de 400 km de la capitale Bamako. Retrouvons notre correspondant Mohamed Danyoko.
Après Gao pour sa première édition, la deuxième édition du festival d'ici et d'ailleurs, Festia, se tient cette année dans la région de Sikasso. Conformément à ses objectifs, il met le projecteur sur les créations des jeunes stylistes maliens et ceux du continent qui travaillent avec des matières premières issues du continent. C'est très important en fait d'inspirer les plus jeunes et de les accompagner comme on peut. Quand je dis souvent plus jeunes, ce n'est pas forcément l'âge, mais c'est aussi l'expérience. D'ores et déjà, les populations se réjouissent de l'initiative et de ses futures retombées. Le retour à la source, savoir que l'Afrique a une recherche cachée, raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette tenue. Et mieux que tout ça, sur le plan économique, ça fait bouger un peu l'économie de la ville. Défilés de mode, concerts géants sont entre autres activités qui vont meubler le programme de ce festival de 72 heures. Le festival international Warriors Battle a pris fin à Niamey. Samedi dernier, ils étaient plusieurs danseurs venus de divers pays à prendre part à la compétition finale. Et c'était la dernière étape de cette deuxième édition dédiée au breakdance. Le compte-rendu de Jean Dipril William. Six Steps, Baby Freeze ou encore Foot Kick, les participants ont multiplié les mouvements pour remporter la compétition qui s'est tenue ce dimanche. Ils sont plusieurs danseurs venus de 8 pays à l'occasion de cette deuxième édition du Festival international Warriors Battle de Niamey. Une semaine pour faire vibrer amateurs et professionnels au rythme du breakdance. Un public venu en masse découvrir ces danses contemporaines et qui, pour la plupart, s'est dit conquis par cette soirée. Ce genre de danse, c'est un truc que je vois à la télé, avec les Omarions et les autres. Et là, je suis en face de la réalité. Il y a beaucoup de monde, il faut noter qu'il y a beaucoup de pays de la sous-région et même des 2 personnes que je crois qui ont quitté la France pour ce festival. C'est au top, c'est du lourd, vraiment c'est quelque chose on a beaucoup aimé, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans des films américains que là, bon voilà, on a eu la chance de voir ça en live, donc c'est vraiment une grande réussite. Durant une semaine, le festival a aussi permis aux amateurs locaux de parfaire leur base, l'occasion rêvée pour les danseurs en herbe de rencontrer et d'apprendre des meilleurs. On a vu ce qu'on appelle les top rock, les footwork et tous les mouvements techniques, tous. Une partie des mouvements techniques, tout ce qui est en équilibre et baby freeze, tout ça. Et pour certaines, c'était tout nouveau et du coup, c'était pour les initiés à la danse hip-hop. Outre la compétition, plusieurs conférences et ateliers ont meublé cette semaine dédiée au breakdance. Des activités menées notamment par les 2 champions du monde de la discipline, invités pour la circonstance. Nous entamons la seconde partie de cette émission avec Africa Tech, le rendez-vous des technologies sur Medi 1 TV Afrique. Le club électronique de l'école supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, dénommé Artec, a organisé la première édition du Cast Bitech. Des étudiants passionnés par la fabrication d'objets connectés et l'utilisation des techniques récentes dans le monde de la tech comme l'impression 3D. Ce reportage est signé Sirmi Boukaka et Mbaye Ondir. Fort de son expérience en électronique, Mamadou Sarr a développé au cours des 10 dernières années des compétences en système embarqué, automatisme et en énergie solaire à travers de nombreux projets personnels aux mémoires d'étudiants. C'est une solution d'optimisation dans l'utilisation de l'énergie. Donc c'est une solution qui permet en même temps de détecter la présence humaine et de savoir si la personne utilise ou non l'énergie. Si la personne n'est pas là, le système coupe automatiquement les sources d'énergie et en même temps, le système enregistre les habitudes des utilisateurs et ce qui fait qu'à un moment donné, si l'habitude change, le système est en mesure de savoir si la personne est la même ou si la personne est dans une situation un peu défavorisante et même pouvoir alerter des secours externes ou autres. Elle n'a pas encore de projet, mais compte sur ce genre d'activité pour s'en inspirer. Pour le moment, je n'ai pas de projet particulier, mais le fait d'assister à ce genre de conférence, ça éveille l'esprit et ça permet d'avoir des idées. Le directeur de l'école supérieure multinationale des télécommunications veut que son établissement soit un pôle d'innovation incontournable dans l'écosystème du numérique. Nous les accompagnons du point de vue de la logistique, la mise à disposition par exemple des salles, la mise à disposition d'un certain nombre de personnes qui peuvent les encadrer. Mais au-delà, nous les accompagnons du point de vue mise en place d'instruments techniques
Par exemple, la mise en place des incubateurs, la mise en place des Fab Labs pour les amener à vivre réellement leurs rêves. Micro-piano, voitures téléguidées, gants de réalité virtuelle, quelques-unes des réalisations des étudiants de l'ESMT, Artec, le club technologique de l'école entend capitaliser les acquis pour une deuxième édition plus riche. Croissance verte s'intéresse cette semaine à la pollution de l'air au Sénégal. Depuis quelques semaines, la qualité de l'air est détériorée dans ce pays, d'où une alerte orange lancée par le Centre régional de météorologie de Dakar. Des particules de poussière sont enregistrées dans l'atmosphère, ce qui a des conséquences sur la santé des populations. Reportage de nos correspondants à Dakar, Daouda Sow et Bachir Boudian. Dans cette station, les températures, les vents, les pluies, les évaporations, tout y est mesuré. D'ailleurs, depuis des semaines, des particules de poussière détériorent la qualité de l'air. Il y a des particules de sable qui nous proviennent du Sahara, pratiquement vers le nord de la Mauritanie, du Mali et le sud de l'Algérie, même vers le nord du Niger. Donc, c'est des particules de sable qui sont souvent soulevées par un vent fort au sol et qui est transporté par l'harmattan. L'harmattan, c'est un vent qui est très connu au Sénégal et c'est un vent qui est relativement chaud et sec. Cette poussière a des conséquences sur la santé des populations, surtout les plus vulnérables. À la clinique pneumonologie de l'hôpital Fann, les consultations sont à la hausse, ce que confirme le pneumologue. Il faut constater que ça peut entraîner au niveau des voies aériennes supérieures des irritations à type de rhinite, de pharyngite, de tout. Et chez certaines populations, ça peut exacerber ou bien déclencher une maladie qui était en éveil. D'où quelques conseils et recommandations prodigués par le médecin. Pour certaines catégories de population, c'est le port de masques, d'appareils de protection respiratoire, et ça peut limiter les dégâts. Mais aussi d'éviter les sorties sous cette atmosphère et surtout de ne pas faire de sport si le temps est comme ça. C'est l'occasion aussi de dire à ceux qui présentent des pathologies respiratoires de prendre soin d'eux-mêmes. Le gouvernement du Sénégal, face à l'absence de données relatives au suivi de la pollution atmosphérique et la faible prise en compte de la qualité de l'air dans les secteurs des transports et de l'industrie, a mis en place un laboratoire de suivi des émissions atmosphériques. Il s'agit du Centre de gestion de la qualité de l'air, un projet financé par le Fonds nordique de développement dans le cadre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine et mis en œuvre par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Rendons-nous en Éthiopie où les criquets pèlerins menacent la sécurité alimentaire. Ils détruisent plusieurs hectares de plantations chaque année, une situation qui n'est pas faite pour arranger les populations. Suivons cet élément. À première vue, cet homme marche dans un champ et chasse des papillons. En réalité, Ahmed Ibrahim est un fermier dont les terres agricoles souffrent à cause d'une invasion de criquets pèlerins. Il utilise des bouteilles d'eau vide qu'il secoue dans tous les sens afin de chasser l'essaim de criquets pèlerins, dévorant son champ de khat, une plante narcotique cultivée dans la région de Somalie, en Éthiopie. Les criquets pèlerins sont arrivés ce matin. Ils causent beaucoup de dommages à mes fermes de khat, à l'herbe et à la végétation. Cela va détruire nos récoltes et nous rendra vulnérables à la sécheresse et à la faim. Si le criquet pèlerin est inoffensif et discret, en solitaire, il se métamorphose quand il est en groupe et peut devenir vorace. Un petit essaim peut regrouper à lui tout seul des millions d'individus à l'appétit insatiable. À titre d'exemple, une colonie de ces petites bêtes voraces consomme en 24 heures la même quantité de nourriture que près de 35 000 personnes. Nous utilisons quelques méthodes pour chasser les criquets pèlerins. Tout d'abord, on allume des feux car la fumée les repousse. Nous nous servons aussi de bâtons et nous courons dans les champs en secouant le buisson afin de les embêter. Ou nous agitons des foulards et des tissus tout en faisant du bruit avec des bouteilles vides. Un
Ainsi, en quelques jours à peine, les criquets pèlerins ont détruit des dizaines de milliers d'hectares au grand désespoir de nombreuses familles. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Est sont touchés par cette arrivée massive d'insectes. Les essaims migrent avec le vent et peuvent parcourir de 100 à 150 km en une journée. La végétation que vous voyez en face de vous est partagée par nos chèvres, vaches et chameaux. Plus les criquets s'attaquent à nos terres, moins il restera d'herbe pour notre bétail. Nous devons anticiper une sécheresse à venir parce que nous n'aurons plus rien pour nourrir nos animaux. Depuis maintenant plus d'un mois, des millions de criquets pèlerins se propagent à travers l'Afrique de l'Est, où ils dévorent les récoltes et menacent la sécurité alimentaire dans des pays déjà vulnérables. L'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation estime qu'il s'agit de la pire situation dans la Corne de l'Afrique depuis 25 ans. Nous allons refermer l'émission avec cette exposition itinérante qui a marqué une escale à Dakar, la capitale du Sénégal. Son objectif est de permettre aux Africains de découvrir les œuvres d'art du continent. Le récit de Noah Bazir. Prête-moi ton rêve, la première exposition panafricaine à parcourir l'Afrique est actuellement à Dakar pour sa deuxième étape. Au musée des civilisations noires, ce sont 28 artistes qui exposent plus de 100 œuvres. Du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par plusieurs capitales africaines, cette exposition donne l'opportunité au public africain de découvrir ces artistes. Parmi les œuvres exposées, on trouve Cedarman ou encore Two Similar Worlds de Kokobi, un canoë coupé en deux avec des bords brûlés et deux chaises massives se faisant face. Lors de ma première existence en Allemagne, quand je suis arrivé en Europe, j'avais envie de renvoyer une belle image de ces Africains qui sont partis et qui sont en ce moment en dehors de la terre d'origine. Et je voulais renvoyer le portrait de ces gens-là avec une certaine majesté. Et donc, j'avais trouvé aussi un bois très majestueux qui est le bois de chêne. Et donc, j'ai pris un tronc, je l'ai divisé en 6. Et puis, j'ai envoyé ces images. C'est la première sculpture que j'ai brodée pour vraiment dire que c'est nous, quoi. Voilà. Une exposition sans précédent avec pour motivation de briser les frontières géographiques et de redessiner la carte de l'art contemporain africain. Sa devise est même « L'Afrique pour les Africains, par les Africains ». Soli Cissé est un célèbre peintre et sculpteur sénégalais qui utilise des techniques mixtes. Peinture à huile texturée mélangeant motifs, dessins industriels et patch non peints. Je laisse comme elle est, tu vois, sans des parties libres. C'est comme si c'était inachevé. C'était voulu comme ça. C'est une manière de dire qu'une peinture n'est jamais finie, en fait. C'est une continuité. Donc, je n'ai pas souvent envie de finir une toile. J'ai souvent envie de laisser des parties. Le fond, j'adore laisser le fond tel qu'il est. Et pour montrer aussi également que nous sommes passagers, que nous passons, nous laissons nos empreintes. Et puis, après, l'œuvre va faire son chemin. L'art africain, trop longtemps sous-estimé, a réussi à s'imposer sur la scène internationale grâce à des manifestations majeures organisées en dehors de l'Afrique. L'objectif de cette exposition itinérante est justement d'aider cette mémoire artistique africaine à rentrer à la maison. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur les antennes de Midi 1 TV Afrique. À très bientôt.